Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans la séance numéro 4 du cours de développement d'applications web. Donc aujourd'hui, dans le cours 4, on va regarder la librairie Bootstrap. Ici, j'ai écrit une librairie CSS, mais c'est plus qu'une librairie CSS, il y a aussi une portion JavaScript. Cette portion-là de la librairie, on ne va pas l'explorer, même pas à la partie, ou au bloc 2 plutôt, pas à la partie 2, mais au bloc 2. On va voir jQuery, qui est une autre librairie. Alors ici, on regarde la portion CSS de Bootstrap et ce qui va compléter le bloc 1, donc le bloc avec HTML et CSS. Au menu aujourd'hui, on va découper ça en différentes capsules, comme d'habitude. On va avoir une capsule sur l'introduction à Bootstrap, se mettre un peu en contexte, voir c'est quoi l'objectif d'une librairie, comment ça a été construit. Ensuite, on va parler de la méthode de travail, pour être certain que vous êtes le plus efficace possible, que vous évitez aussi de faire des erreurs. Donc, ça, c'est le point 2. Point 3, le formatage et les composantes discutées aujourd'hui. Donc, on va regarder comment on peut aller chercher dans la documentation Bootstrap les informations nécessaires pour répliquer les composantes qui nous sont présentées. Par composante, on peut penser à la carte, la table, les formulaires, les boutons, les alertes, les breadcrumbs, quelque chose qui s'appelle un jumbotron. OK, donc, c'est toutes les choses qu'on va voir ensemble tout à l'heure dans une autre capsule. Si je vais dans les composantes, qui est des exemples de composantes, alerte, la badge, okay. Le carrousel. Le carrousel prendrait par contre du JavaScript, formulaire, input group. Okay, donc vous avez une liste de composantes. On va regarder quelques-unes dans la capsule 3. Capsule 4, on va parler de la grille Bootstrap, qui est une des options les plus puissantes. Je ne sais pas une option, une des fonctionnalités les plus puissantes avec Bootstrap. Une des plus difficiles aussi à utiliser, mais quand vous allez comprendre le système de grille, de container, vous allez voir que ça peut vous sauver beaucoup de temps pour le design et la construction d'un site adaptatif. Et joint à la section 4, il y aura le point numéro 5, donc l'ouverture et la présentation de quelques exercices après séance qui vont vous aider à vraiment bien maîtriser Bootstrap. Donc ça, c'est le plan pour le cours numéro 4. Allons-y. Juste avant de se lancer dans le code. Okay, prenons le temps de revenir un peu en arrière sur nos apprentissages. On a vu au cours 1 et 2 l'intro au HTML, okay, un langage balisé, un langage qui nous permet de définir la structure, la sémantique de notre page grâce à des éléments, des balises. On a vu les attributs au cours 2 qui nous permettent de configurer nos éléments, okay, particulièrement pour des éléments un peu plus complexes. Je pense au input, le champ, au formulaire. On va revenir d'ailleurs plus tard dans la session sur les attributs du formulaire. Même pour le lien hypertexte, on a vu l'attribut href. Mais je dirais qu'il y a un attribut très, très important en lien avec Bootstrap, qui est l'attribut class. Mais ça, vous devez absolument le maîtriser. Ensuite, on a eu au cours 3 une introduction au CSS, une présentation de la syntaxe des règles CSS. On a vu qu'on peut écrire un sélecteur, soit simple ou multiple, en séparant chacune des portions de la sélection avec une virgule. Et on a vu qu'à l'intérieur de la sélection, on écrit des déclarations, soit une ou plusieurs. Et chacune des déclarations, on a la propriété, 2 points, et sa valeur avec un point-virgule après pour compléter. Donc ça, c'est ce qu'on a vu en quelques minutes au courant des 3 premières séances. Aujourd'hui, on présente Bootstrap. Et je rappelle, OK, comment fonctionne l'attribut classe. On a un élément. Ici, pour l'élément, j'ai inventé une balise EL, mais ça pourrait être un élément div, ça pourrait être un élément paragraphe, donc P. Ça pourrait être un élément form, input, label. Ça n'a pas d'importance. Donc, on aurait l'élément qui s'ouvre et qui se ferme ici. Et on aurait la classe. Okay? La classe avec sa valeur entre les guillemets. Et pour garder ça simple, quand on a présenté les attributs au cours 2, on n'a pas donné un exemple ici. Okay, il était dans les lectures, je n'ai pas insisté là-dessus, mais on peut donner plusieurs valeurs de classe à un attribut. Donc ici, l'attribut aurait 2 classes, la classe test et la classe test2. Et pour avoir une 3e classe, une 4e classe, pour en avoir 10 si on le souhaitait, ce qu'il faut faire pour avoir plusieurs classes, c'est séparer chacune des valeurs par un espace. Et ça, je vous encourage à retourner dans vos lectures si jamais ce n'est pas clair. Okay, donc, si j'avais test, espace, test2, espace,
test ABC, j'aurais 3 classes. J'aurais la classe test, la classe test2 et la classe test ABC. Donc, le trait d'union ne sépare pas les classes, mais l'espace sépare les classes. Okay? Et il y a une raison très spécifique pourquoi on en parle maintenant seulement au cours 4. C'est qu'avec Bootstrap, on a souvent besoin de donner plusieurs classes à nos éléments. Et on verra des exemples plus tard. La raison, et là, c'est un petit peu tôt pour vous parler de ça, mais je vais juste vous en parler pour que vous soyez sensible à cette idée-là pendant la séance. La raison, c'est que grâce à plusieurs classes, on va être en mesure de combiner des styles différents. Okay? On a vu au cours 3 qu'on peut sélectionner par classe pour donner un certain style. Imaginez vous avez une classe .btn, qui est donc une classe btn pour bouton, et une deuxième classe btn primary. Okay? C'est ce que ça veut dire, c'est que vous allez appliquer le style de la classe btn ainsi que le style de la classe btn primary. Vous allez pouvoir additionner des styles ensemble pour former un résultat final. Donc, soyez attentifs, sensibles à cette idée-là, et vous allez voir, ça va rapidement se mettre en place. Souvent, quand on a plusieurs classes aussi, un pattern, une idée qui revient souvent, je ne dis pas toujours, mais une idée qui revient souvent, on a une première classe qui est plus générale, comme BTN, c'est-à-dire on fait juste dire c'est un bouton. Donc, certaines règles CSS viendront avec ça, ou certaines déclarations CSS viendront avec ça. La largeur, le padding, ça peut être, disons, le rayon de courbure de la bordure. Et on a une deuxième classe qui est plus spécifique, qui vient indiquer, OK, c'est un bouton de telle couleur, avec tel ombrage, avec tel comportement lorsque je passe ma souris par-dessus. Et là, on a plusieurs variantes pour une deuxième classe qui permettent d'avoir des couleurs différentes ou des styles légèrement différents, mais tout ça avec une classe de base qui est partagée par toutes ces composantes-là. OK, Bootstrap. C'est quoi l'idée derrière Bootstrap? Même c'est quoi l'idée derrière une librairie ou même un framework dont on parlera un peu plus tard dans la session. Je vous mets en contexte. Okay, vous avez fait l'exercice après séance pour le cours 3. Vous avez fait le laboratoire carte et vous êtes arrivé au résultat final suivant. Okay, la carte, c'est une composante, ce n'est pas un élément HTML comme la table ou le formulaire. La carte, c'est vraiment une composante qui est créée. C'est un nom qu'on donne à une composante où on a une image et en dessous de l'image, on a un titre, une description. On peut avoir aussi un bouton okay, qu'on appelle souvent un call to action qui va permettre à l'utilisateur de votre application de commerce électronique de prendre une action. Okay, donc ça, c'est un pattern ou un design qui revient souvent. Pourquoi? Parce que c'est flexible, ça apparaît bien, c'est quelque chose qui peut s'appliquer autant pour la vente de produits, la vente de services, la description, qui est très, très flexible. Et vous avez fait l'exercice. Au prochain projet que vous allez faire pour un de vos amis après la session, vous allez vouloir réutiliser la composante. Okay? Vous allez vouloir encore mettre une image, un titre, une description et un bouton, mais là, ça sera pour un projet fictif où vous vendez des vêtements de yoga. Et encore plus tard, dans 2 ans, un de vos amis ou une de vos amis va dire « Moi, je veux vendre du thé en ligne. » Vous allez vouloir la même composante. Une image, un titre, description, un bouton. Okay? Vous avez différentes options devant vous. Vous pouvez à chaque fois réécrire le code. Dire « Ah, je ne me souviens pas c'était quoi exactement la largeur, la bordure, le rayon de courbure, le padding entre mes éléments. Je vais essayer de trouver ça à nouveau. Je vais essayer de m'écrire des règles qui fonctionnent. » Okay? Ça, c'est l'option 1. Ça va vous prendre du temps. Vous allez perdre du temps. Possiblement, vous n'allez pas être en mesure de retrouver un design que vous avez vraiment aimé. Donc, l'option 2, c'est de retourner dans votre projet précédent, copier-coller le code dans votre nouveau projet. Et là encore, il y a un risque d'erreur. Il y a aussi une perte de temps qui est associée à ça. L'option 3, c'est d'avoir une librairie. Donc, une librairie, c'est du code qui a été mis en quelque part, qui est partagé, qui est au plus souvent open source. Prendre ce code-là et vous connecter, j'appelle ça vous connecter, on verra tantôt le mécanisme pour aller chercher ce code-là, pour être en mesure de l'utiliser de projet en projet. Et c'est du code, okay? C'est un ensemble de fichiers qui évolue dans le temps. Donc, il y a des versions. Ça se peut, ici, quand vous avez fait votre projet de yoga, la librairie était, je ne sais pas moi, à la version 4.1. Et au moment de faire le projet ici, vous êtes rendu à la version 4.4. Donc, il peut y avoir des nouvelles fonctionnalités. Peut-être qu'il y a des comportements légèrement différents. Mais vous savez que
Vous avez un accès à cette librairie-là, à des fonctionnalités vraiment utiles, à de la documentation officielle. Ça a été testé par beaucoup de gens et ça a été surtout développé par des experts dans leur domaine. Et donc, c'est ça Bootstrap. C'est un ensemble de règles CSS et j'oublie tout ce qui est JavaScript, même si c'est très important. Donc, c'est un ensemble de règles CSS et JavaScript qui vous permet, de projet en projet, d'avoir des composantes similaires, de réutiliser les mêmes idées et d'aller beaucoup plus rapidement pour obtenir une apparence professionnelle pour vos projets. On va voir le format exact tantôt, ça va vous aider. Donc, un petit résumé ici, c'est quelque chose qui a été construit par 2 développeurs de Twitter. Ils ont débuté le projet en 2010, c'est devenu extrêmement populaire. Je dirais qu'il y avait beaucoup de cours en ligne, moi, à l'époque où j'ai débuté, donc il y a de ça bientôt 10 ans. Beaucoup de cours en ligne sur l'utilisation de Bootstrap. Il y en a un peu moins. Il y a de plus en plus de frameworks ou de librairies internes. Donc, je regarde Shopify. Shopify, c'est un méga projet, donc il ne faut pas nécessairement se fier à ça, mais on n'a pas Bootstrap, mais on s'est inspiré de ces idées-là, de la grille, des composantes. Donc, on a créé notre propre Bootstrap à l'interne. Mais on est des milliers d'employés chez Shopify. Si, par contre, vous faites un petit projet, vous voulez aller rapidement, vous voulez être agile, Bootstrap vous donne une super belle fondation pour vos projets. Ici, leur propre description, ça c'est... En fait, je dis leur propre description. Plutôt la description qu'on retrouve sur Wikipédia, mais qui est inspirée de la description qu'on trouverait sur Bootstrap. Tantôt, on ira voir le site. Collection d'outils utiles à la création du design. Donc, graphisme, animation, interaction. Quand on parle d'interaction, on parle de JavaScript. De sites et d'applications web. C'est un ensemble qui contient des codes HTML et CSS, formulaires, boutons, outils de navigation, autres éléments interactifs. Donc, que ce soit le carrousel, le popover. C'est ce qu'on va pratiquer, ce qu'on va démontrer aujourd'hui. Et c'est ça. Certaines fonctionnalités JavaScript. Là, ici, c'est plus ou moins vrai, cette partie-là. Les fonctionnalités JavaScript de Bootstrap reposent sur la librairie de jQuery dont nous parlerons au cours 7. Là, en fait, c'est pas que c'est pas vrai, mais ça pourrait porter à confusion. On pourrait comprendre ici que ce sont les fonctionnalités de Bootstrap dont on va reparler, mais ce sont vraiment les fonctionnalités de jQuery dont on va reparler au cours 7. Donc, on va seulement se servir de Bootstrap pour le CSS. Allons-y avec une intro. Il n'y a rien de mieux que du code pour bien expliquer c'est quoi Bootstrap, pour vous aider à comprendre. Surtout qu'on a pris le temps de bâtir les préalables, de voir l'HTML, les attributs, particulièrement l'attribut classe, les sélecteurs en CSS, le sélecteur classe et la syntaxe des règles dans leur ensemble. Ici, j'ai mon code. J'ai ouvert pour le cours 4 la section 2.1. C'est seulement une démonstration. Si jamais vous souhaitez, en même temps que moi, faire le code, allez-y. Il n'y aura pas d'exercice, mais plus tard, en 2.2, 2.3 et 2.4, vous aurez la chance de vous pratiquer. Okay, donc, 2.1, c'est vraiment une intro. Vous montrer comment on va se lier à Bootstrap, vous expliquer le fonctionnement, la logique, mais après ça, il y aura des opportunités de pratique aussi. Dans la démo, je vais aller chercher mon fichier de départ et ce que je vais faire, je vais copier-coller tout le code dans un fichier distinct que je vais appeler index.html. Comme ça, on peut se débarrasser du fichier de départ et on peut garder la version initiale et avoir la version finale. Si j'ouvre mon fichier dans le navigateur, j'agrandis un peu, on a un lien et en dessous, on a du texte avec une petite partie en gras. Là, attention. Ici, on va regarder le code qui est derrière ça. Tout d'abord, on a un container. Habituez-vous à cette idée-là du container. Ça a été inspiré de Bootstrap et c'est très, très fréquent. On va servir de ce terme-là technique pendant le reste de la session. On a aussi une deuxième classe qui est la classe MT5. Donc, on peut voir 2 classes. Container, séparé par un espace, donc une deuxième classe. MT5. Si je voulais mettre une troisième classe ABC test, je pourrais le faire en mettant un autre espace. Ici, je vais l'enlever. À l'intérieur de notre container, on a un lien hypertexte qui pointe juste vers un ID qui est vide. Et on a donné 2 classes, la classe BTN et la classe BTN Primary. Ce sont des classes qui ont un sens. Okay? Là, ça va sembler magique, mais tantôt, on va voir d'où ces classes-là sont tirées. J'ai une division qui a 3 classes. Alerte, Alert Warning et MT5.
On a mis entre la balise strong d'ouverture et la balise strong de fermeture le mot attention, ce qui fait en sorte que c'est en gras. Maintenant, je n'ai aucun fichier de style qui est lié, je n'ai pas de balise link. Okay? Je n'ai pas non plus écrit du CSS dans mon HTML directement en mettant une balise style, ce qui fait en sorte que mes classes, je dirais, sont inutiles pour l'instant. On a juste préparé le terrain. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi je n'ai pas de style à l'écran. Par contre, je vais venir fouiller dans mon Bootstrap ici pour la règle BTN. Et je sais que c'est une classe, donc je sais que si j'ai une règle où je sélectionne la classe BTN, ça commencera par .btn. Si je viens dans bootstrap.css, je fais une recherche avec commande F sur Mac, CTRL F sur PC, .btn. Et là, comme par magie ou comme par hasard, mais c'est bien évidemment arrangé, j'ai un sélecteur .btn avec une série de déclarations. Le display doit être inline block. Le font weight, okay, ça doit être du 400. 400, pour vous donner une idée, les valeurs sont de 100 à 900. 100, c'est du texte qui est très très mince, on dit thin en anglais. Et 900, c'est du texte qui est très gras, bold en anglais. La couleur du texte, l'alignement du texte, l'alignement vertical, bon, plein de règles, border, padding, la taille du texte, la hauteur de chacune des lignes de texte, le rayon de courbure. Donc, vous pouvez reconnaître plein de propriétés dont on a parlé au cours 3. Et tout ça s'applique aux boutons. Donc, si on était pour lier le fichier bootstrap.css ici, avec une balise link, automatiquement, la classe BTN serait sélectionnée et certaines déclarations viendraient s'appliquer. C'est ce qu'on va faire tantôt. Je continue avec BTN Primary. Donc, BTN Primary. Et là, on voit que BTN Primary vient ajouter certaines autres déclarations, certaines autres règles de style, comme la couleur spécifique, la couleur d'arrière-plan, la couleur de la bordure. Aussi, on définit des couleurs lorsqu'on va passer notre souris par-dessus le bouton. Et là, le focus, disabled, on a d'autres choses, d'autres règles plus avancées. Vous voyez toutes sortes de sélecteurs dont on n'a pas parlé dans le cours, qui sont des sélecteurs un peu plus rares à utiliser, mais très pratiques aussi. Et après ça, on tombe à un deuxième type de bouton, le bouton secondary. On verra qu'est-ce que ça veut dire plus tard dans les composantes. Okay, on peut avoir différents types de boutons avec des couleurs différentes. Tous ces boutons-là partagent une classe commune, la classe bouton, BTN, et ont une classe qui est spécifique, qui leur donne une apparence différente. Okay. Ça, c'est dit pour BTN. Maintenant, je pourrais faire la même chose pour alerte. Je vais le faire un peu plus rapidement. Si je viens chercher pour alerte, je n'ai pas mis le point avant, mais ça a trouvé quand même directement alerte. J'ai des règles de style pour alerte. Si je fais alert warning, j'ai des règles qui viennent en complément des règles de base pour une alerte de base. MT5, okay, juste pour vous montrer c'est quoi, parce qu'on s'en sert souvent pendant la session. .mt5, ça vient juste donner une marge du dessus, donc une margin top de 3 REM. Et là, REM, on a dit dans le cours 3 que c'est une unité de dimension qui est relative, et c'est relatif à l'élément root, l'élément racine de notre document HTML. Donc, si on définit une largeur, une taille de 16 pixels ou de 12 pixels pour l'élément racine, ici, on aura 3 fois plus, on aura, disons, 3 fois 16, 48 pixels de marge pour le dessus. Donc, MT5, c'est juste une façon d'augmenter la marge dessus. Ce qui fait en sorte qu'on a plein de classes qui ne sont pas liées pour l'instant. Aussitôt que je mets un lien vers bootstrap.css, ici bootstrap.css est dans le même dossier qu'index.html. Donc, je n'ai pas besoin de le qualifier avec le nom du sous-dossier avant, il n'y en a pas. Bootstrap.css, je sauvegarde. Et quand je vais rafraîchir ma page, vous voyez ce qui se passe. On a un bouton primary bleu, que c'est l'habitude, moi je peux vous dire, c'est un bouton primary. Vous aussi, vous allez être en mesure de faire ça après la session. Okay? Et une alerte, warning, c'est jaune. Donc vous allez voir plein de choses qui sont bleu primary. Danger, ça sera rouge. Success, ça sera vert. Info, ça sera un petit gris pâle ou des fois gris. Pardon, un petit bleu pâle ou des fois gris. Warning, c'est jaune.
On voit maintenant le style qui a été appliqué. Et si vous vous souvenez de l'exercice après séance du cours 3 où on fait la barre d'alerte, ici, cours 3, en après séance, le laboratoire de la barre d'alerte, vous voyez qu'avec juste 2 classes, on a été capable très très rapidement de donner un style à notre alerte, ce qui aurait pris beaucoup plus de temps avec du design à la main, des règles CSS. Donc, c'est beaucoup plus facile d'utiliser une librairie. Il faut juste savoir où chercher. C'est ce qu'on va montrer tout à l'heure. Maintenant, une fois qu'on voit que ça fonctionne, on comprend la logique derrière ça. Ce fichier CSS-là, vous auriez pu l'écrire vous-même à la main au courant des dernières années, accumuler des belles règles CSS qui vous conviennent. Ça donne qu'il y a des gens qui l'ont fait pour vous. Donc, une fois qu'on a compris ça, même chose pour Bootstrap Grid, il y a des règles en lien avec la grille. Bootstrap Reboot. Reboot, c'est qu'on veut un état initial avant d'appliquer des règles par-dessus cet état initial-là en question. Une fois qu'on a tout compris ça, je vais vous montrer comment on peut utiliser un CDN, donc un Content Delivery Network, à la place d'un fichier local. Donc, ici, on a un fichier local. C'est possible qu'à l'examen final, ça soit le cas aussi. C'est très pratique d'avoir un fichier local lorsqu'on n'a pas une connexion Internet qui est stable ou lorsqu'on développe du code et on veut éventuellement minifier ce code CSS-là. On veut plus de contrôle par rapport au fichier. Mais si on fait simplement prototyper ou on développe dans le cadre d'un cours et ça va rapidement, on est souvent plus avantagé d'utiliser un CDN. Donc, un CDN, grosso modo, c'est quoi? C'est un serveur sur lequel un ou plusieurs fichiers, on appelle souvent ça des assets, va vivre. Et on va être en mesure de lier notre fichier CSS qui vit sur un serveur de la même façon, avec une balise link, mais qui au lieu de pointer sur un fichier local, pointe vers le serveur en question. Donc, j'enlève le lien ici. Si je rafraîchis la page, bien évidemment, tout disparaît. Et lorsqu'on visite le site de Bootstrap, je vous encourage fortement à le mettre dans vos favoris, getbootstrap.com. Je viens dans la documentation et la première chose qu'on voit, ou presque, c'est le lien vers le CDN. Donc, pour lier le CSS et non pas le JavaScript, on peut servir ici de la balise link avec certains attributs. On voit que ça pointe vers un serveur. Ce n'est pas un fichier local, c'est un lien URL. Vous pouvez vous servir du bouton copy. Pour moi, ça fonctionne au plus souvent, mais je pense qu'il y a déjà eu des bugs dans le passé. Donc, au pire, vous avez juste à prendre ceci, copier, coller. Mais l'idéal, c'est de vous servir du bouton copy. Je le colle. Et là, j'ai un lien vers le CDN. J'ai aussi un Integrity Check. Ça n'a pas d'importance pour le cadre du cours. Cross Origin. Vous gardez tout ça intact, vous ne touchez à rien. Et quand je vais rafraîchir ici ma page, je vais avoir exactement le même style. C'est la même logique. Il faut juste comprendre chacune des étapes. Mais on pointe vers un fichier CSS sur un serveur au lieu qu'il soit local. Ce fichier CSS-là contient des règles. Et dans les règles CSS, on a des sélecteurs sur des classes. Ces classes-là ont été utilisées ici dans le code. Donc, c'est pour ça qu'on a bâti cours 1, cours 2, cours 3. Là, cours 4, ça semble magique. C'est parce qu'on est en mesure de comprendre qu'est-ce qui se passe. Quelque chose d'autre dont je veux parler tout de suite, ça peut y arriver, et même ça arrive souvent, qu'on veuille écraser ou modifier certaines règles CSS. À titre d'exemple, pour votre application, les boutons Primary, au lieu d'être bleus comme ici, c'est possible que vous souhaitiez les rendre mauves. Et là, au lieu d'aller dans chacun des fichiers, dire « je vais créer une nouvelle règle de style ici », ce qu'on a dit de ne pas faire de toute façon, et je vais cibler mes boutons Primary, je vais dire que moi, je ne sais pas, Background, Color, c'est du mauve. Okay, ça fonctionne, mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Donc, c'est quoi la bonne façon de faire? Premièrement, c'est de garder le fichier Bootstrap intact. Vous ne voulez jamais modifier le fichier Bootstrap. Ici, ça serait difficile. Okay? Il existe sur un serveur. Vous n'avez pas accès à ce serveur-là. Mais imaginez, vous avez téléchargé la librairie et vous avez un dossier avec les fichiers Bootstrap d'origine. Vous voulez les garder intacts. Comme ça, quand il y a des nouvelles versions qui viennent ou si jamais vous avez un problème, vous voulez faire un reset, repartir de zéro, c'est simple. Vous avez juste à prendre les fichiers de Bootstrap et les mettre dans un dossier that's it. Donc, vous gardez ça intact. Vous n'allez pas jouer
ici directement dans le BTN Primary pour changer quoi que ce soit. Ensuite, vous créez un nouveau fichier de style. Je vais l'appeler style.css. Je sauvegarde. Je vais le lier ici. Et c'est important de le lier après mon fichier Bootstrap. Donc, j'ai d'abord créé un lien vers Bootstrap. Ensuite, je crée un lien, comme on a vu au cours 3, vers mon fichier, j'appelle ça custom, personnalisé, spécifique à mon application style.css. Je vais mettre ici mon href, style.css. À ce point-ci, on n'a rien. Donc, si je sauvegarde ma page, je retourne à mon point d'origine. Ici, je peux sélectionner ma règle BTN, mes éléments avec une classe de BTN Primary et dire que je veux une couleur d'arrière-plan de mauve. Si je sauvegarde et je rafraîchis ma page, ici, j'ai un bouton mauve. Okay, bien évidemment que la bordure devrait être modifiée. La propriété, ou plutôt le pseudo-sélecteur hover, lorsqu'on passe notre souris par-dessus un élément, devrait être modifié aussi. Ça, on n'en a pas parlé dans le cours. Je vous donne un exemple. Ça s'appelle un pseudo-sélecteur hover. Ici, quand je passe ma souris, c'est la couleur. Pour vous montrer quelque chose de différent, je pourrais dire que ça devient vert. C'est horrible, mais vous comprenez l'idée. Quand je passe ma souris par-dessus, on change la couleur. Okay, donc, j'ai un fichier à part, dédié. Et si un jour, je dois mettre à jour ma librairie pour la version 5.x, parfait, j'ai juste à le faire. Mon fichier style.css, lui, demeure. Il pourra être lié pour chacune de mes pages pour venir écraser ou juste modifier certaines règles sur mes éléments Bootstrap. Bien évidemment, vous pouvez créer après ça des règles spécifiques à vos propres classes. Par exemple, test, application, ça n'existe pas dans Bootstrap. Je pourrais ajouter mes règles incluant sélection, déclaration. Et après ça, l'architecture de ces fichiers-là, ça dépasse le cadre du cours, comment bien structurer, c'est quoi un bon pipeline de production, tout ça, ça sort du cadre du cours, mais vous devez savoir comment modifier, écraser des règles dans un fichier externe séparé. Je vais m'assurer qu'on a vraiment tout couvert, ce qui fera le tour pour 2.1. Donc, dans la description ici, parfait, on a vu les classes pour le bouton, on a vu les classes pour l'alerte, j'ai même expliqué c'est quoi MT5. On a regardé ensemble bootstrap.css, le bootstrap reboot et la grille. On a exploré ensemble le fichier bootstrap.css. On a vu pourquoi ça fonctionne. Où sont ces classes-là? Comment elles sont utilisées comme sélecteurs? Petite note ici, vous devriez être très heureux. Pour moi, le cours 4, c'est un des premiers cours où il y a de la magie, où on voit que ça avance un peu plus rapidement. C'est un cours que j'aime beaucoup. Ensuite, on a parlé du CDN, qui est un beau remplacement pour le développement rapide, le prototypage. Dans le cadre du cours, c'est ce qu'on va utiliser au plus souvent. La division de container, je vous ai dit qu'il faut s'habituer, mais on va y revenir tout à l'heure en 2.4. On va vraiment aller dans les détails. C'est quoi un container? Pourquoi on s'en sert? C'est quoi le lien avec un design adaptatif? Donc, on y revient en 2.4. On a vu aussi qu'est-ce qui se passe si on enlève le lien vers le CDN ou juste vers le fichier, ça disparaît. C'est la même chose si on n'utilise pas les bonnes classes. Si au lieu de primary, je mets BTN primaire, il n'y a rien qui peut permettre à mon fichier de comprendre qu'ici, c'est la même chose que primary. Donc, ça doit être parfaitement écrit, ça doit correspondre exactement à mes sélecteurs. Si j'écris BTN primaire, il va manquer du style. Donc, il n'y a pas de compréhension magique qui est faite derrière l'écran. Il faut faire correspondre notre classe au sélecteur. Ça, c'est fait. Pour écraser une règle, on a vu comment s'y prendre avec un fichier externe. Et finalement, et c'est ce qui introduit un petit peu la suite, il faut savoir comment se servir de la documentation. Okay? Et ça, je vais présenter les diapos ici. Et juste, ouais, c'est ça. Tantôt, quand on passera au point 3 ici, ce qui en fait le 2.2 ici, on aura la chance de se pratiquer, mais je fais juste l'introduction rapide sur la méthode de travail aussi, grâce aux diapos. Okay, on va faire ça dans un instant. Donc, voici les diapos, en lien avec ce qu'on vient de présenter dans le code. Le format de la librairie, plusieurs milliers de lignes de CSS. Je ne l'ai pas démontré, là, mais je pense que c'est un peu plus que 10 000 lignes de code. Si je viens dans bootstrap.css ici,
Vous voyez 10 038 lignes de code. Okay? C'est quand même plusieurs règles CSS. Quelque chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que Bootstrap a une opinion. Okay? Ça ne veut pas dire que c'est la même que la vôtre. Ça ne veut pas dire que vous devez être 100% en accord avec l'opinion. Exemple, Bootstrap peut penser qu'un popover a l'air de ceci. Peut-être que vous n'êtes pas en accord. Donc, peut-être que vous allez avoir à réécrire certains morceaux de code avec l'approche dont on a parlé tantôt. Mais déjà en partant, si vous avez 80% qui est fait pour vous, vous savez comment mobiliser ce 80%-là, comment vous en servir correctement, ça vaut déjà la peine. Après ça, le reste, vous avez juste à le personnaliser. On a vu l'exemple du bouton, les règles, okay, on a parlé de tout ça tout à l'heure, on l'a regardé. C'est juste une diapo qui vous rappelle qu'est-ce que ça voulait dire. La méthode de travail. Et ça, comme j'ai dit tantôt, on va l'explorer plus ensemble, vous aurez la chance de la pratiquer. Première chose, on doit toujours lier Bootstrap. Si vous n'avez pas la librairie de lier, les classes ne serviront à rien. Il n'y aura pas de référence, il n'y aura pas de sélection à quoi s'attacher. Donc, l'étape 1, quand on veut commencer un projet avec Bootstrap ou juste ajouter Bootstrap à un projet existant, on lit Bootstrap. Dans le cadre du cours, on sert d'un CDN. C'est possible à l'examen final que ça soit un fichier local. Ça, vous aurez les détails en temps et lieu. Étape 2, on va chercher dans la documentation. Et ça, j'explique juste ici, où vous devriez démarrer votre recherche en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc, on recherche dans la documentation. Petit exemple rapide, si je veux mettre en place une alerte, je viens dans les composantes, alerte, je regarde l'alerte que je veux utiliser, je prends du code, je le copie, je vais le coller. That's it. Ça peut être très, très simple, très rapide. Ça, là, on va le pratiquer ensemble aujourd'hui. Utilisation du code ou des classes Bootstrap. C'est-à-dire que des fois, on veut copier-coller le code Bootstrap intégralement et ensuite faire une petite modification en local en fonction de nos besoins. Mais des fois, on veut juste voir c'est quoi la classe qui fait en sorte que le style Bootstrap est appliqué et appliquer nous-mêmes la classe dans notre code. Donc, des fois, c'est une copie intégrale du code. Des fois, c'est juste on regarde la classe et on vient la mettre. Vous aurez la chance de pratiquer les deux approches. Je dirais au plus souvent, on va copier-coller le code et le modifier une fois qu'on est en local. Donc, 1, ça revient à ce qu'on a dit tantôt, une explication d'un CDN, pourquoi ça fonctionne, tout ça, on en a parlé. 2, l'étape 2 dans la démarche présentée, proposée. Utiliser la documentation officielle. Et là, je vous dirais, le secret, si vous ne savez pas où commencer, et si ça semble être une composante, vous allez chercher dans Components. Et c'est pour ça que j'ai mis des petits cœurs à côté. Je dirais que 80% de ce qu'on va faire dans le cadre du cours se retrouvera dans les composantes, dans Components. Si on regarde les autres sections, okay, chacune de ces sections-là correspond, je vais revenir à la page d'accueil, documentation, Getting Started, Layout, Content, Components, Utilities. Le reste, Extend, Migration, About, on n'en parlera même pas, on ne va jamais aller là-dedans. Donc, les 5 sections correspondent à les 5 premières sections dans la documentation. Getting Started, c'est simple, c'est juste pour récupérer le CDN. Layout, c'est pour tout ce qui est la grille. Et quand je parle de la grille, j'inclus le container là-dedans. Donc, la mise en page, c'est la grille. Je saute tout de suite à composante. Composante, c'est votre réflexe lorsque vous avez une composante à implémenter. Une carte, une alerte, des boutons, des formulaires, tout ça. Utilities, c'est tout ce qui n'est pas spécifique à une composante. Vous voulez trouver une classe qui vous permet de mettre du texte en rouge. Une classe qui vous permet d'ajouter une marge, comme MT5, on a parlé tout à l'heure. Donc, ce n'est pas spécifique à une composante, c'est plus générique, c'est réutilisable à peu près partout dans votre application. C'est une utility. Donc, utilities au pluriel. Et finalement, content. Et là, ça, des fois, ça change. Des fois, Bootstrap déplace le contenu. Mais vous allez trouver tout ce qui est table et image dans content. Regardons ensemble si c'est encore le cas. Table et image. Donc, bizarrement, pour une raison quelconque, je n'ai pas encore trouvé pourquoi, table et image ne sont pas dans les composantes, mais sont plutôt dans le contenu. C'est un choix qu'ils ont fait. OK, donc il faut se conformer à ça. Ce sont un peu les deux exceptions à mémoriser. Au pire, vous cherchez pour la table ici, vous ne la trouvez pas, vous allez dans Content après. Ah, OK, oui, Content, parfait, je vois ma table. Vous pouvez consulter le code, prendre une classe, copier-coller le code. Tantôt, vous aurez la chance de voir qu'est-ce qui est mieux pour la table.
Mais tout ça pour dire, table et image, vous allez trouver ça dans Content. Ça, c'est l'étape 2. Étape 3, c'est ce qu'on va pratiquer tantôt. OK, ça fait le tour pour... ici, après, on va être rendu à la deuxième section du cours. Des fois, il y a une petite différence entre ce que vous voyez dans, appelons ça des badges, dans les badges ici versus le code. La numérotation que vous trouvez pour les capsules, c'est une numérotation qui est inspirée du code. Donc là, on complète la section 2.1. C'est une capsule en soi. Je vais arrêter ça là. C'était l'intro à Bootstrap. Comment on va approcher ça, la philosophie, pour le reste de la séance, qui est donc les prochaines capsules, capsule 2.2, 2.3 et 2.4, ça va être de la pratique. Donc des composantes, layout, content. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Ça fait le tour pour l'intro. On se revoit en 2.2 tantôt.